Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Christophe, on nous demande souvent quel type d'immeuble acheter pour faire de l'investissement immobilier locatif rentable. Est-ce que tu peux aiguiller sur cette question? Moi, j'ai un type d'immeuble que j'aime vraiment bien acheter, qui me paraît être le type d'immeuble le plus sécuritaire et qui permet en même temps d'être flexible et de trouver pas mal de rendement. Mais juste avant ça, je vais quand même redire ce que je dis systématiquement parce que j'ai du mal à voir autant de personnes débutantes partir directement sur des immeubles de rapport. Moi, si je devais recommencer, je ferais comme j'ai fait, je ferais d'abord au moins un appartement. Ne sous-estimez pas la complexité de l'immeuble de rapport. Même si c'est un petit immeuble de rapport avec 3 appartements, certes, on a le côté volume qui est intéressant en tant qu'investisseur, mais on rajoute quand même un certain nombre de risques dessus. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de copropriété, donc vous êtes responsable de tous les travaux qui seraient à faire éventuellement sur cet immeuble. Donc avant de répondre à ta question, vraiment commencez par un petit appartement, un petit studio, un petit T2, à quelques dizaines de milliers d'euros, dans une ville où vous avez des étudiants ou un petit peu de location courte durée. Faites-vous la main là-dessus, prenez confiance, vérifiez que l'immobilier vous plaît avant de passer sur des immeubles. Maintenant, pour répondre à ta question, moi, quand je cherche, il y a vraiment un type d'immeuble que j'apprécie particulièrement et si l'immeuble n'est pas comme ça, c'est de toute façon de cette façon-là que je vais essayer de le transformer. J'aime beaucoup avoir des immeubles qui ont une majorité de T2. Alors c'est très difficile d'avoir seulement des T2, donc c'est pas grave s'il y a un studio et un T4 par exemple. Le T4 peut peut-être être transformé en 2 ou 3 T2 d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup avoir surtout des T2 entre 30 et 40 mètres carrés de surface. Je trouve que c'est ce qui permet d'attirer le type de locataire le mieux et qui permet aussi d'être flexible. Je m'explique. Si j'ai un T2, je peux l'exploiter en nu, le louer comme ça. Je peux l'exploiter en meublé, c'est très facile à meubler, il faut un canapé, un lit, la cuisine est là de toute façon dans les T2 que je rénove. Donc c'est très facile de passer en meublé. Du coup, si l'appartement est meublé, on peut le louer en moyenne durée, on peut le louer en courte durée. Donc on est vraiment très flexible et on peut faire un mix de tous ces types d'exploitation. Dans cet immeuble-là, on peut avoir un appartement qui va être en meublé longue durée, un en meublé moyenne durée, un en meublé courte durée. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très confortable. On a aussi un type de locataire qui est plutôt pas mal, puisque ce sont des gens qui ont un petit peu plus d'argent que des gens qui vont louer des studios. Donc ils cherchent un petit peu plus de confort, donc normalement un type de catégorie un petit peu plus élevé. Ça peut aussi être un couple, donc ça peut être une personne seule, ça peut être un couple. On va éviter les enfants qu'on va avoir dans un T3, un T4. Et les enfants sont quand même source de dégradation beaucoup plus que les adultes. Donc je trouve qu'en termes de facilité et de qualité de locataire, c'est le type d'appartement qui est probablement le plus intéressant. Et on rappelle qu'au niveau de la surface des appartements, plus un appartement est petit, plus ça va être rentable. C'est-à-dire que si on a un studio de 20 mètres carrés et un appartement, par exemple un T3 de 60 mètres carrés, le T3 ne va pas se louer 3 fois le prix du studio. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc plus le bien est petit, plus c'est rentable. Mais le problème des studios, c'est effectivement que personne n'a envie de vivre dans un studio. Donc on attire les gens qui ont une composante prix très élevée. Donc c'est pas toujours ce qu'on recherche. Et en plus, dans les studios, il y a beaucoup de rotation et donc de la vacance locative et des frais de relocation. Et le T2, c'est effectivement le bon compromis. On n'est pas dans du studio, mais on reste dans une petite surface qui permet de maximiser le rendement. Donc c'est un bon point. Et en termes de tarifs, on arrive à louer vraiment un T2 beaucoup plus cher qu'un studio. Finalement, un T3 se loue pas forcément beaucoup plus cher qu'un T2, donc c'est très souvent le meilleur compromis à trouver. Je vais prendre dans une ville où j'ai pas mal d'appartements. Un studio bien fait, bien meublé, se louerait 350 €, toute charge comprise. Un T2 peut se louer, s'il est de bonne qualité, facilement entre 500 et 550 €, toute charge comprise. Donc tu vois que ça fait une différence très importante. Et un T3 qui, pour le coup, ne serait pas meublé, puisque c'est
beaucoup plus compliqué de faire un T3 meublé. Ça s'adresse plutôt à une famille qui va s'implanter là pendant une période plus longue. Le T3 meublé va peut-être se louer 590 €. Donc certes, il y a un petit peu plus d'investissement dans le T2 pour mettre les meubles, etc., mais ce sont des investissements qui sont très faibles. On parle de quelques milliers d'euros qui sont amortis sur la durée de détention du bien ou la durée de vétusté de ce canapé, par exemple, parce que le canapé ne va pas durer 20 ans. Il va falloir le changer au bout de 5, 6, 7, 8 ans en fonction du locataire qu'on a. Mais vous voyez que le T2 est en général un vrai bon compromis. Ça va plus loin, il y a très peu de monde qui fait ça. Moi, j'ai beaucoup de T2 qui sont loués dans ce que j'appelle de la moyenne durée. Donc ce sont des entreprises qui vont chercher à mettre des cadres pour une période donnée. Par exemple, j'ai quelques appartements qui sont loués à la SNCF parce qu'on ne le sait pas, mais quand les chauffeurs, les conducteurs de train doivent s'arrêter dans une ville pour repartir, et bien de temps en temps, il faut les faire dormir sur place. Et je pense que historiquement, on les mettait dans des hôtels. Les hôtels sont devenus trop chers ou trop impersonnels. Et donc j'ai quelques appartements qui sont loués de temps en temps sur des périodes de 6 mois, de temps en temps sur des périodes plus longues à la SNCF ou à d'autres entreprises. Et là, on arrive à louer beaucoup plus cher. Si je reprends l'exemple d'un T2 qui serait loué en meublé longue durée, 500, 550 €, si c'est loué sur quelques mois, il va être loué peut-être 750 € par mois, 800 € par mois, 900 € par mois, suivant le type et la localisation. Si j'ai des choses très proches de la gare, je sais que ça intéresse la SNCF et que c'est pour ça qu'elle m'a contacté. Je vais avoir tendance à pousser un petit peu le prix vers le haut. Et ça, on aura du mal à le faire avec un studio. On ne peut pas le faire avec un T3. Donc on a quand même beaucoup plus de flexibilité et beaucoup plus de rentabilité. Autre question par rapport au choix de l'immeuble, local commercial au rez-de-chaussée, à éviter ou à privilégier? Alors moi, par défaut, j'aime pas les locaux commerciaux depuis le début parce que, alors je sais que vous entendez des gens qui vous disent l'inverse, mais il y a quand même beaucoup de commerces qui ne durent pas dans le temps. Quand vous avez quelqu'un qui part, c'est quand même particulièrement difficile à relouer, même si vous avez un emplacement qui est correct. Donc j'essaye de limiter au maximum les locaux commerciaux. Malgré tout, quand on fait des immeubles en centre-ville, on a assez souvent un local commercial. Donc je vais dire, j'ai pas fait le calcul, c'est une bonne question, mais je pense que dans 50% de mes immeubles à peu près, peut-être un petit peu moins, il y a un local commercial au rez-de-chaussée. Et dans ce cas-là, il faut être le plus intelligent possible et trouver la meilleure exploitation possible. Mais c'est en général quelque chose qui est un petit peu plus compliqué par expérience à gérer. Et en plus, les banques n'aiment pas trop, et donc c'est plus difficile de faire financer un immeuble avec un local commercial qu'un immeuble 100% d'habitation. Il y a même des banques qui refusent de financer quand il y a un local commercial au rez-de-chaussée. Ça veut quand même dire beaucoup de choses, même si les banques n'ont pas toujours des règles qui sont logiques. Ça veut quand même dire qu'il y a un risque un petit peu plus élevé. Et moi, je l'ai constaté. Alors, je sais qu'il y a des gens qui s'en sortent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de locaux commerciaux. Il y a des gens qui s'en sortent très bien en faisant des locaux commerciaux. Mais quand on fait une stratégie d'immeuble de rapport, on va privilégier plutôt l'habitation que le local commercial. Autre point, quelle ville? Alors les villes, ça peut être très variable, tout dépend si on cherche à faire quelque chose où on va trouver du rendement ou quelque chose où on va faire plus du patrimonial. Je vais juste parler de ce que moi je fais. Moi j'investis dans des villes en France, dans un rayon de 200-300 km autour de chez moi, qui ont au moins 20-25 000 habitants. Pareil, aucune critique vis-à-vis des autres personnes. Il y en a qui investissent dans des plus petits villages. Chacun a sa stratégie. Moi, ma stratégie, ça a été de me mettre sur ces villes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande locative qui est présente. En général, dans ces villes, il y a quand même une offre locative assez importante, mais de très mauvaise qualité. Donc si on vient et qu'on a un bien qui fait partie du top 5% ou 10% du marché, on loue très facilement. Et moi, sur ces villes-là, avec des appartements rénovés, mais rien de luxueux, rénovés de façon plutôt haut de gamme pour du locatif, mais ce serait du très moyen de gamme pour quelqu'un qui aurait ce logement-là en résidence principale, je loue absolument sans aucun problème. Et en complément de ce que tu viens de dire, je rappelle quelque chose qui est vraiment important. C'est pas parce que toi tu fais ça que c'est ça qu'il faut faire. Chacun, en fonction de sa situation, doit trouver son investissement. Et je redis ce que j'avais déjà dit, c'est que quand on entend des chefs d'entreprise qui ont des gros revenus et qui gagnent très bien leur vie et qui sont très pris au niveau du temps, ça n'a pas de sens de faire ça comme investissement. C'est plus intelligent d'aller justement chercher moins de rendement
mais plus de potentiel patrimonial et plus-value à la revente. Donc surtout, adaptez votre stratégie d'investissement à vos goûts, à votre situation, et il ne faut pas copier ce que d'autres font en se disant voilà, c'est ça la clé. Je pense que pour quelqu'un qui est salarié, qui n'a pas forcément de revenus énormes et qui a un peu de temps devant lui, c'est la meilleure solution, c'est effectivement ça, commencer par un appartement, puis se diriger vers des immeubles de rapport dans des petites villes pour avancer, mais ça ne veut pas dire que c'est la solution dans ces cas-là, mais si vous avez d'excellents revenus, il faut aussi voir quel est votre objectif. Si c'est de se construire un patrimoine pour la retraite, on ne fait pas la même chose que si on veut se libérer de son travail le plus vite possible. Donc il faut vraiment adapter sa stratégie à sa situation et à ses objectifs. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.